Bonjour. Alors, il est 18 heures. C'est l'heure de commencer cette réunion de présentation du master droit international, parcours droit des relations transatlantiques. C'est une présentation qui a vocation à faire l'objet d'un enregistrement. Je crois que le message est passé. Si vous souhaitez préserver votre anonymat, qui le sera de toute façon dans le cadre des opérations de post-production qui seront réalisées par l'Université de Bordeaux, il est recommandé que vous conserviez votre caméra éteinte et le micro éteint, sauf à ce que vous ayez à poser des questions sur cette présentation qui sera donc publiée un peu plus tard sur le site de l'université. Je m'appelle Dimitri Meillon, j'interviens devant vous en tant que responsable de ce master droit international, parcours droit des relations transatlantiques. Ce que je vous propose, c'est de vous en faire une description rapide et puis ensuite de laisser le temps à vos questions aux interrogations que vous pourriez avoir en rapport avec cette formation. Donc, ce master droit international, parcours droit des relations transatlantiques. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un parcours qui se trouve être bidiplômant, c'est-à-dire qu'à terminaison des 2 années d'enseignement, les lauréats sont tout à la fois diplômés d'un master de l'Université de Bordeaux, le master droit international, parcours droit des relations transatlantiques, et d'une maîtrise de droit, concentration droit international et transnational de l'Université Laval à Québec, donc d'une université nord-américaine, sachant que le diplôme de maîtrise dans les universités nord-américaines correspond à un bac+5, c'est l'équivalent de notre master à nous. Donc, c'est une formation qui se déroule en 2 ans. La première année se déroule intégralement à Bordeaux, dans le cadre d'un Master 1, droit international, parcours droit des relations transatlantiques, qui n'a pas grand-chose de particulier pour vous si vous avez suivi la présentation du Master droit international, parce que comme il en va de l'immense majorité des formations de master droit international, quels que soient les parcours, la première année est commune. Euh, c'est le master en droit international. Il y a une seule petite spécificité s'agissant du master droit des relations transatlantiques, c'est qu'il y a un cours qui est optionnel en master droit international général, qui se trouve être obligatoire en master droit des relations transatlantiques, c'est le cours de droit des investissements internationaux. Parce qu'ensuite, c'est un cours dont les apports vous sont absolument nécessaires pour poursuivre en master 2. Donc, master droit international, parcours droit des relations transatlantiques, première année, elle s'effectue à Bordeaux et elle est très proche, très très proche de ce que peut être le master en droit international général. Alors, pour vous le présenter malgré tout très rapidement, c'est un master qui est dit mixte en tant que il réunit des privatistes et des publicistes et qu'il réalise en tout cas l'association du droit international public et du droit international privé. Les cours fondamentaux de ce master en droit international, si vous n'avez pas eu le loisir d'aller voir la présentation de Baptiste Tranchant, je ne sais pas si elle est encore déjà en ligne, au premier semestre,
Les cours fondamentaux sont contentieux international pour le droit international public que jusqu'alors j'enseigne. Et par ailleurs, droit international privé 1. Et au second semestre, le cours fondamental en droit international public et le droit international économique, que j'enseigne aussi pour partie. Et en droit international privé, on a le droit international privé 2, donc droit international privé 1, premier semestre, plutôt droit international privé général. Et au second semestre, le droit international privé spécial, en abordant quelques thématiques particulières. Ça, c'est pour la première année. J'y reviendrai si vous avez quelques questions que ce soit sur ce sujet. Alors, ce qui fait l'originalité des parcours, c'est bien souvent leur seconde année. La deuxième année, pour ce qui concerne le droit des relations transatlantiques, suppose une mobilité, c'est-à-dire que une mobilité internationale, c'est-à-dire que les 4 premiers mois, du 1er septembre au 31 décembre de votre seconde année, vous êtes à Québec, à l'Université Laval, qui est donc une très grande université nord-américaine et qui est la principale université francophone nord-américaine, dans laquelle vous suivez des cours qui sont toujours dispensés en français parce que c'est un combat de nos amis québécois, que de privilégier le recours à la langue française. Et puis, à l'issue de cette mobilité, vous revenez à Bordeaux et vous effectuez les 6 mois suivants, enfin pas tout à fait les 6 mois suivants, les 5 mois suivants à Bordeaux, donc disons, 1er janvier au 30 mai, parce que les épreuves se tiennent dans la dernière quinzaine de mai. Et ensuite, il s'ouvre une période de 3 mois où vous avez la possibilité de retourner à Québec ou de rester à Bordeaux en fonction de vos engagements. C'est une période dans laquelle vous mettez la dernière main à votre essai. Votre essai, c'est un mémoire de recherche en version un peu plus légère, puisque un essai fait 70 pages, 70-80 pages, là où un mémoire de recherche en fait ordinairement 120. Et c'est donc un travail de recherche que vous préparez sous la co-direction d'un enseignant-chercheur de Bordeaux et d'un enseignant-chercheur québécois de l'Université Laval, donc canadien. Euh, Lors de cette seconde année, alors au Canada, la formule de cours est un peu différente. C'est très interactif. Vous travaillez en petits effectifs et vous allez suivre des cours divers et variés. Il y a des cours, malgré tout, qui ont une importance fondamentale au Canada, c'est ceux qui sont relatifs aux nouveaux accords de libre-échange, ceux qui sont relatifs à l'étude du libre-échange en Amérique du Nord, notamment, l'ALENA, ce qui a trait aux relations transatlantiques entre l'Union européenne et puis le Canada ou les États-Unis. Et puis ensuite, il y a une série de cours optionnels très divers que vous pouvez choisir. Lors du second semestre à Bordeaux, vous suivez là aussi des cours assez variés. Un cours de droit de l'intégration économique, un cours du droit international, des échanges économiques et commerciaux, du droit fiscal international, du droit de la concurrence internationale, de la mobilité des personnes, du règlement des différends dans l'espace transatlantique. Donc, vous voyez un master qui a une dominante, qui est le droit international économique, avec malgré tout l'étude du droit international des personnes qui peut y être associé et qui y est associé à travers l'étude du droit de la mobilité des personnes, entre autres. Il y a aussi du droit international de la propriété intellectuelle.
voilà ce que sont les principales matières que vous avez à suivre. Il y a donc deux périodes d'examen, une qui vient sanctionner le premier semestre, même si je vous l'ai dit, au Canada, vous assistez à des cours très interactifs avec souvent la mise en œuvre de modalités d'évaluation dans le cadre d'un contrôle continu. À Bordeaux, vous avez une période d'examen un peu plus classique avec quelques épreuves écrites, quelques épreuves orales qui se déroulent donc à fin mai. Et puis, dans la première quinzaine de juillet, il s'agit de remettre son essai qui ensuite est corrigé par vos superviseurs, donc un enseignant canadien, un enseignant bordelais. Et vous arrivez au terme de votre parcours en ayant décroché donc deux diplômes de niveau Bac+5. Euh, voilà pour les fondamentaux. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, quels sont les débouchés de ce master? Les débouchés de ce master, ils sont très divers. Alors, c'est un master qui existe désormais depuis un certain nombre d'années, hein, puisque la première promotion à l'époque, qui ne concernait que le Master 2, c'était encore une époque où les sélections se pratiquaient à l'entrée en Master 2 plutôt qu'en Master 1. La première promotion est entrée en 2016 et sortie en 2017. Tout cela pour vous dire que désormais, on a un retour assez important sur ce qu'ont fait nos anciens étudiants. Alors, ils font des choses assez diverses. Il y a trois grands ensembles que je peux identifier. D'abord, il y a un premier ensemble qui est qui est euh, le fait de travailler ou d'exercer une profession au service d'une institution internationale. Et il y a un certain nombre de nos anciens étudiants qui travaillent soit dans les institutions européennes, soit dans les institutions internationales, et notamment auprès de l'OCDE. Ensuite, il y a un second ensemble important, lui aussi, qui est celui des étudiants qui ensuite pratiquent l'avocature, ils deviennent avocats, euh, souvent en développant des compétences dans des domaines qui qui sont un peu particuliers. Ils ne sont pas généralistes. Ils se spécialisent souvent soit en droit fiscal international, soit en droit douanier, dans des secteurs de niche, mais sur lesquels la demande d'avocats spécialistes est très importante. Le troisième ensemble, ce sont des étudiants qui travaillent pour des opérateurs privés, des entreprises privées, en tant que juristes, soit spécialistes dans les relations export ou à la direction des contrats internationaux. Voilà ce que sont les trois grands débouchés qui peuvent être identifiés à la pratique. Ensuite, il y a un quatrième ensemble qui est plus particulier. On a cinq de nos anciens étudiants qui sont doctorants, qui bénéficient donc d'une allocation de recherche pour faire des thèses en codirection, en co-tutelle entre l'Université Laval et l'Université de Bordeaux. Donc c'est un parcours qui a connu ces dernières années beaucoup de succès sur ce terrain-là. Alors, je vais essayer d'ouvrir le chat pour revoir l'ensemble de vos questions. J'en ai vu certaines apparaître.
Est-ce obligatoire de faire un essai ou est-il possible de faire un stage à la place? Non, il est obligatoire de faire un essai. Il n'est pas impossible de faire un stage parce il y a des périodes qui s'y prêtent et c'est notamment cette période dont je vous parlais qui s'ouvre entre le 1er juin et le 31 août de l'année. Avant, c'est un peu plus difficile, même si votre planning à Bordeaux est assez souple à compter de la fin du mois de mars. Euh, mais bon, pour ceux qui voudraient faire un stage au Canada, la période privilégiée, c'est 1er juin, 30 août. C'est possible et il n'y a pas de difficulté avec cela, mais ce n'est pas crédité dans l'offre de formation ou dans la plaquette. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se substitue. C'est sans doute quelque chose d'utile, mais ce n'est pas quelque chose qui vient se substituer à l'essai que vous devez de toute façon impérativement réaliser. Est-il possible d'intégrer ce master avec une L3 droit judiciaire? Oui, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a un prérequis qui est associé normalement au fait d'avoir suivi un cours de droit international. Alors, ça peut être l'introduction au droit international en L2, qui me semble exister encore. Je ne suis pas un expert des plaquettes des 3 premières années, parce que moi, j'interviens essentiellement dans les années de master 1 master 2, mais ou d'avoir suivi à titre optionnel un cours de droit international public en licence. Il me semble avoir vu sur la fiche que c'était possible d'effectuer un stage en entreprise. À quel moment du master peut-il se faire? Bah, alors voilà, je vous ai répondu un peu plus tôt. C'est-à-dire que si vous voulez faire un stage, alors je reprécise ma réponse, hein. Si vous voulez faire un stage à Bordeaux, euh, ou en France, c'est plus simple de le mettre en œuvre parce que, ce que je vous disais un peu plus tôt, à partir de début avril, vous avez beaucoup plus de liberté. Alors, il y a bien sûr la période d'examen à préserver qui est à fin mai, mais c'est beaucoup plus simple. En revanche, si vous voulez réaliser votre stage au Canada, sur la période de 4 mois, c'est à peu près inenvisageable sur le premier semestre, c'est à peu près inenvisageable parce que vous avez des cours de manière très régulière. Alors, ça ne vous empêche pas d'avoir un petit job à côté, mais un stage, ça semble être compliqué, sauf à ce que vous trouviez une entreprise qui accepte de vous accueillir en stage sur des modalités de 2 jours sur 5. Euh, pour le Canada, il y a une période privilégiée de stage. Donc, si vous voulez retourner au Canada, sur la période du 1er juin au 30 août. Et non, il n'est pas possible de rédiger un rapport de stage au lieu d'un essai. Vous n'aurez pas de rapport de stage à établir. Vous aurez un essai à établir. Qu'attendez-vous en particulier dans les lettres de motivation des étudiants? Ce que j'attends, alors même si elles sont, vous le verrez un peu plus tard quand vous accéderez à mon master. En fait, les éléments particuliers que l'on attend, ils sont fléchés. On vous demande de répondre à un certain nombre de questions dans le cadre de vos lettres de motivation. Et ce que l'on vous demande particulièrement, c'est euh, ce qui vous attire dans cette formation, s'il y a des intitulés de cours que vous pouvez déjà identifier comme vous attirant particulièrement. Qu'est-ce qui vous attire dans le fait de faire une mobilité internationale? Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? C'est-à-dire, comment vous envisagez votre avenir à moyen terme? Voilà, il s'agit d'essayer de faire passer votre envie, euh, votre envie d'être reçu dans cette formation.
En ce qui concerne les conditions d'admission, quel type d'étudiant attendez-vous pour ce master en termes de notes, dossier, stage? Alors, je vais le dire très simplement pour ce qui est des stages. Il n'y a pas de prérequis attachés à l'accomplissement de stages parce que vous êtes dans des situations très diverses et que il est parfois difficile de faire des stages lorsque l'été on a besoin de travailler pour financer ses études ou lorsque tout simplement on n'a pas un réseau familial ou amical qui permet simplement de réaliser des stages qui pourraient être particulièrement ronflants ou adaptés. Donc, je ne pratique pas la discrimination en regard de l'accomplissement de stages. Ensuite, sur les notes, c'est très compliqué de vous répondre parce que en réalité, une sélection, elle se pratique. On regarde un ensemble de critères. Alors, il y a bien sûr la qualité de votre dossier académique, mais d'année en année, les choses peuvent changer. On est presque dans une... Si on ne s'attachait qu'à ce critère-là, on serait presque dans une logique de concours. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, bah, cette année, genre, je dis n'importe quoi, hein, cette année, le dernier candidat reçu a toujours eu à minima 12 de moyenne. Mais ce serait la vérité d'une année, mais ce ne serait pas forcément celle de la suivante. Le 12 ne lui garantirait pas d'être accueilli, ou à l'inverse, le 12 serait très largement suffisant pour être admis. Ce qui est important vraiment au-delà de vos notes, puisque ça, vous avez plus beaucoup de maîtrise dessus, hein, c'est les éléments que vous transmettez, c'est que vous essayez de faire passer vraiment dans votre lettre de motivation ce qui vous attire dans dans cette formation et que vous nous donniez des éléments euh, qui nous donnent l'impression, parce qu'évidemment, on ne vous connaîtra pas pour autant, mais qui nous donnent le sentiment d'un peu vous connaître au-delà de ce que sont les simples éléments académiques et qui nous donne envie de vous connaître encore plus parce que ben voilà, vous exposez bien les choses dans votre lettre de motivation, dans votre CV et que votre candidature retient particulièrement notre attention. Est-ce que la candidature se fait sur la plateforme Mon Master ou sur une autre plateforme? Alors, cette année, normalement, et pour la première fois, la candidature se fera sur la plateforme Mon Master. Jusqu'alors, elle se faisait sur Apoflux. Mais des dernières informations que j'ai, cette année, le transfert de Apoflux à Mon Master ne devrait poser aucun problème. Et ce sera Mon Master, l'application dédiée. Prenez-vous en compte les lettres de recommandation, notamment d'un chargé de TD? Euh, c'est un élément qui peut être utile. Alors que lorsque je vous dis cela, c'est surtout pas un appel pour vous à ce que vous soyez tous en situation de partir en quête de lettres de recommandation. Mais si vous avez un chargé de TD qui recommande particulièrement votre candidature, c'est un élément constitutif de votre dossier que l'on lira et qui participera peut-être au fait que votre candidature nous convaincra. Combien avez-vous de demandes pour intégrer le master pour environ combien de dossiers acceptés? Alors, le nombre de dossiers acceptés, là c'est pareil. Je vais vous faire des réponses, mais c'est des réponses qui sont approximatives parce que c'est la même chose. Les données sont particulièrement changeantes. Dans dans ce parcours, nous avons 10 places. C'est un nombre réduit, mais alors je vais vous expliquer pourquoi de manière assez simple. Vous le savez sans doute, dans les universités nord-américaines, la scolarité dans l'enseignement supérieur est payante et à des niveaux élevés, voire très élevés. Or, pour les étudiants qui sont en master droit international, parcours droit des relations transatlantiques,
Et il ne s'agit évidemment pas, au titre de votre séjour au Canada, de payer quelques frais que ce soit, en tout cas de frais d'inscription et de scolarité. Donc c'est une formation qui, elle y trouve par ailleurs ses avantages, hein, mais qui a un coût important pour l'université partenaire, puisque 10 étudiants, ce sont 10 étudiants qui assistent au cours et qui sont autant de pertes en matière de frais d'inscription. Donc, on a 10 places. Ces 10 places, elles ont vocation à être toutes pourvues. Mais vous savez comment ça marche sur l'application Mon Master et comment ça marchait auparavant sur Apoflux, c'est-à-dire qu'on établit une liste principale et une liste complémentaire. Certaines années, la liste principale ne bouge pas du tout. Et de ce point de vue-là, nous n'avons aucun élément d'explication, hein, parce que on n'a pas de retour des étudiants qui pratiquent leur choix sur Mon Master ou comme auparavant sur Apoflux. Et puis certaines fois, la liste principale bouge beaucoup et on descend relativement loin dans la liste d'attente. Donc, euh, il y a 10 places, mais on peut arriver en 25e position en liste d'attente et malgré tout entrer dans le master. Le nombre de demandes, ça varie aussi beaucoup en fonction des années. La moyenne sur ces 7-8 dernières années, c'est 150 candidatures. Sachant que sur ces 150 candidatures, mais là aussi c'est une donnée brute, sur ces 150 candidatures, il y en a une proportion entre 20 et 25 qui sont des candidatures incomplètes, soit parce qu'il manque des pièces justificatives, soit parce qu'il n'y a pas de lettre de motivation, pas de CV, pas de notes. Donc, des candidatures comportant l'ensemble des éléments, c'est autour de 120 par an. Euh, voilà. Y a-t-il un entretien pour l'admission? Non, il n'y a pas d'entretien pour l'admission. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'un niveau particulier en langue est exigé? Non. Aucun niveau particulier en langue n'est exigé. À Bordeaux, les cours se déroulent tous en français euh, et à Québec aussi. Et c'est encore une fois, je l'ai dit un peu dans ma présentation au tout début, mais c'est un élément absolument essentiel pour eux, c'est-à-dire qu'il est interdit de pratiquer. Alors, chez nous, il n'y a pas d'interdiction formelle, mais dans les universités francophones au Canada, il est interdit de pratiquer un enseignement dans une langue autre que le français. Donc, c'est un grand avantage par ailleurs que de maîtriser une langue étrangère, mais ce n'est pas un prérequis à l'entrée dans le master droit des relations transatlantiques. Alors peut-être ce que je peux ajouter, parce que je n'ai pas de questions en ce sens, mais ça me semble être assez important. Je vous l'ai dit un peu plus tôt. euh, il y a aujourd'hui 5 étudiants de ces dernières années qui sont dans un parcours de thèse, qui sont donc inscrits en doctorat auprès de l'Université Laval et auprès de l'Université de Bordeaux. Et vous en connaissez peut-être certains parce que vous les avez peut-être eus comme chargés de TD. Bon, ce qui est une formidable simplification pour moi parce que euh, ce sont, ce sont aussi des doctorants
vous accompagne dans ce parcours auquel vous pouvez demander des conseils. Lorsque vous êtes inscrit, lorsque vous êtes inscrit dans cette formation, notamment lorsqu'il s'agit de préparer sa mobilité pour des questions tout à fait pratiques. Quel est le visa à obtenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est simple de trouver un logement? Quel est le coût de la vie? Bon, ça, je peux vous y répondre, hein. Assez étonnamment, le coût de la vie pour des étudiants à Québec est sensiblement moins élevé qu'il n'est en France. Tout à la fois au niveau du logement comme de la nourriture. Mais voilà, toutes ces questions-là et toutes les démarches administratives qui sont à réaliser, bah, vous bénéficiez d'un accompagnement parce que vous avez des étudiants qui vous ont précédé, qui peuvent vous renseigner, qui le font de toute façon et qui vous tranquillisent dans ces démarches. Quels sont les frais d'inscription pour la deuxième année? Y a-t-il des bourses? Alors, les frais d'inscription pour la deuxième année, ben, ce sont les frais d'inscription généraux de l'Université de Bordeaux. Il n'y a pas de frais additionnels au titre de l'inscription à l'université. Encore une fois, vous payez vos frais d'inscription dans votre université d'origine. Donc, à l'Université de Bordeaux, vous n'en payez aucun auprès de l'université partenaire, l'Université Laval. Y a-t-il des bourses? Oui, il y a des bourses, et notamment des bourses les plus célèbres, ce sont les bourses Akimob, hein, qui sont versées par la région Nouvelle-Aquitaine pour la mobilité étudiante. Et il s'agit simplement de constituer un dossier lorsque vous êtes en Master 1. Là, les étudiants qui sont actuellement en Master 1 en droit des relations transatlantiques vont commencer à constituer leur dossier à la fois pour la mobilité, pour préparer leur mobilité, et aussi leur demande de bourse pour être accompagné dans cette démarche. Je voulais dire, la vie sur place coûte moins cher à Québec qu'à Bordeaux. La dépense incompressible, c'est celle qui est attachée bah, à la mobilité réelle. C'est-à-dire, en gros, c'est votre aller-retour en avion, quoi. En ce qui concerne la demande de mobilité, est-ce que l'Université de Laval accepte ou dès qu'on entre en un main, on est assuré de partir? Dès que vous entrez en un main, et pour peu que vous réussissiez votre aimant, la condition, bah, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'échec en M1, vous êtes assuré de partir. L'Université Laval n'a pas un droit de regard sur nos candidats, de la même manière que l'Université de Bordeaux n'a pas de droit de regard sur les étudiants qui sont inscrits dans la même formation par l'Université Laval. C'est-à-dire qu'en M2, ouais, et on a vocation à avoir une cohorte, comme disent nos amis canadiens, c'est-à-dire une classe qui est composée d'étudiants de l'Université de Bordeaux et d'étudiants de l'Université Laval. Donc, si vous êtes pris en M1, en réponse, et que vous réussissez votre M1, vous êtes assuré de partir. Je vous laisse le temps de la réflexion si vous avez des questions additionnelles.
Oui, Harry. Bon. Ah, le mémoire fait-il l'objet d'une soutenance orale? Non, le mémoire ne fait pas l'objet d'une soutenance orale. Le mémoire ou l'essai, hein, est évalué dans le respect de la procédure applicable au Canada, c'est-à-dire qu'il fait l'objet de rapports écrits des co-directeurs, des rapports écrits et motivés qui ensuite vous sont adressés. Il n'y a pas de soutenance, il n'y a pas de soutenance orale. D'autres questions? Vous n'avez plus de questions? Bon. Eh bien, on va terminer notre échange. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez de toute façon m'adresser un mail sur ma boîte institutionnelle, l'Université de Bordeaux. Vous savez, ça fonctionne de la même manière pour tout le monde, hein. Donc, moi, c'est dimitri.meillon@bordeaux.fr. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez obtenu toutes les réponses que vous étiez venu chercher. Et puis, n'hésitez pas à candidater, ça me fera très plaisir d'étudier vos dossiers. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Et de très bonnes vacances parce que ça va venir assez vite. À très bientôt.